On est bien d'accord qu'aujourd'hui, c'est de la méthodologie CEJM. C'est ça. Oui, c'est Alors, ça. on va le faire tranquillement en deux séances, hein, ce matin, puis samedi prochain. On va partir d'un... Alors, pour ceux d'entre vous qui auraient raté le BTS l'an dernier, qui repasseraient cette épreuve, j'ai pas voulu vous remettre l'épreuve de métropole, donc j'ai été chercher une épreuve qui a eu lieu en Nouvelle-Calédonie ou en Inde, ou je sais plus où. Donc, je vous la mets dans le forum de discussion pour que vous puissiez la voir. OK, parfait. Alors, on commence, et je vais commencer par vous donner des conseils sur ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, euh, vous pouvez intervenir quand vous voulez. En partageant le document, j'ai pas un visuel sur tout le monde, donc vous pouvez me poser des questions si vous en avez dans le chat. Je verrai. Et vous pouvez poser des questions en mettant votre micro aussi. Vous pouvez aussi faire des petits signes si je vous dis c'est OK, c'est compris, on passe à autre chose. Hop, mettez-moi des petits émoticônes pour faire comprendre que c'est bon, vous avez bien compris, on peut passer à la suite. Alors voilà comment ça se présente. Pour ceux qui n'ont jamais passé le BTS, désolé pour ceux qui l'ont pas encore eu, mais qui vont l'avoir brillamment cette session-là. Voilà comment ça se présente, un sujet de culture économique, juridique et managériale. Voilà, durée 4 heures. Le sujet comporte 16 pages. 16 pages. Hein. Et vous avez voilà, une introduction sur l'entreprise, ça porte toujours sur un cas d'entreprise, qui contextualise le sujet, donc ça fait à peu près une page. Et puis ensuite, on vous dit que vous aurez 3 missions à remplir, c'est-à-dire euh, en fait des questions. Et puis on vous donne la composition du dossier documentaire, regardez quand même, 14 documents, 14 annexes. Le tout fait 16 pages. OK. Alors, imaginez, vous êtes le jour de l'épreuve, on vous distribue ça, vous avez votre brouillon, vos stylos, votre matériel, pas de connexion Internet, bien entendu, c'est interdit, pas de téléphone. On vous distribue ça, qu'est-ce que vous faites? Alors, dites-moi. Là, j'ai besoin d'un peu de votre participation. On trie nos documents, on s'organise Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Sarah, par rentrer nos documents? en mettant par exemple les annexes qui concernent toutes les annexes ensemble et nos questions à Ah part. oui, tout est ensemble, hein, on vous donne un paquet de feuilles agrafées. On vous le distribue au format papier, hein, bien sûr, le jour du BTS. Sarah, j'ai pas bien compris, on trie les documents. Par exemple, je ne sais pas comment dire, mais par exemple les annexes qui concernent les questions qui sont posées, Oui, non? alors, les questions, elles sont plus loin. Les questions, il faut descendre. Est-ce que vous voyez que ça descend là? Ah oui, oui. Oui, Ok. Vous voyez par exemple la mission 1, on vous donne les annexes concernées, et puis on vous donne 3 questions pour remplir la mission 1. D'accord. Voilà. Mais alors, je repose la question. Vous avez tout ça, alors avec derrière alors les missions, mais après vous avez la mission 2, les questions, la mission 3, les questions, et ensuite, paf, 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 on passe aux annexes. Annexe 1, et ainsi de suite. Il y en a 14. Yolène, allez-y, qu'est-ce qu'on fait? bah On- moi je sais pas si c'est la bonne méthode, mais en fait je lis déjà les questions Mhm. et dans le sens où après quand je vais commencer à lire les documents, je vais déjà par exemple prendre mon surligneur et surligner des trucs par rapport en fait aux questions. Oui. Euh, Pas bête, mais non. Il faut pas. Yolène, qu'est-ce qui se passe alors, je vous dirai après, si vous voulez bien patienter, Yolène, Oui, je ferai 2, 3 interventions. Donc, Yolène lit les questions, puis elle surligne les annexes. On est d'accord. Je vais vous proposer autre chose, Yolène. Qui d'autre voudrait intervenir sur comment je commence, concrètement? Vous avez le droit de dire toutes les bêtises que vous voulez avec moi, c'est pas des bêtises, c'est humain, ce que vous me répondez là. Yolène, ce qu'elle dit, c'est logique. On trouve ça sur tous les sites internet dans les conseils méthodologiques. Hein. Donc,
N'ayez pas peur. Dites-moi comment vous commenceriez. Qu'est-ce que vous commencez à faire? Est-ce que certains d'entre vous commenceraient par lire attentivement les annexes? C'est le conseil le plus fréquent qu'on trouve. Moi, Oui, après, on particulièrement, surligne. Oui, Louise? Est-ce que ça... non, j'allais dire, moi, particulièrement, j'allais faire comme Yolène, lire d'abord les questions et après, en lisant les annexes, ça va. les annexes. Ok. Ouais. Alors, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas faire ça. Parce que si vous lisez les questions, puis vous lisez les annexes, vous allez être noyé, littéralement noyé, par les informations qui sont dans les annexes. Or, pour bien répondre aux questions, vous avez à peine besoin d'un dixième de ce qu'il y a dans les annexes. Et ce dixième, vous n'allez pas le voir. Vous allez tout lire. Ou surligner, mais surligner quoi? Hein. Donc, vous allez passer, il y en a 14. 14. C'est un gros dossier. C'est la cause numéro un d'échec à cette matière au BTS. On voit, d'ailleurs, je suis déjà passé devant des classes qui planchaient là-dessus. On voit les élèves, les étudiants se jeter dans les annexes, surligner, mettre des trucs au crayon à papier dans la marge, etc., etc. Et la cause numéro un de mauvaise note, on va dire, à cette épreuve, eh ben, c'est que les étudiants n'ont pas le temps de finir en 4 heures. Et surtout, surtout, et là, je vous parle des rapports de jury, c'est-à-dire ce que disent les gens qui ont corrigé l'épreuve. Ils disent les réponses des candidats sont la plupart du temps des morceaux d'annexes qui répondent pas vraiment aux questions et les candidats ne font pas preuve de connaissance ni d'organisation. Donc, si vous faites comme ça, si vous vous jetez sur, même après avoir lu les questions, c'est pas parce qu'on les a lues qu'on les a en tête, hein. Si vous vous jetez sur les annexes, qu'est-ce que vous êtes sûr de ne pas apporter au jury, à celui qui va vous corriger, au correcteur, on va dire? Vous pouvez être certain qu'il n'y aura dans votre copie aucune, dites-moi le mot, non, pas d'idée. Eh bien, vous Non, pouvez être sûr mais qu'il n'y aura aucune connaissance, exactement, aucune connaissance personnelle dans vos copies, aucune réflexion personnelle. Il y aura au mieux des bouts d'annexes qui répondent vaguement à la question. Mais il n'y aura rien, mais absolument rien, qui montrera au correcteur que vous savez des choses, vous êtes capable de réfléchir, etc. Alors, même si ça vous surprend, moi, ce que je vous propose, c'est que on vous distribue ça, vous laissez tomber l'intro, vous lisez juste sur la présentation de l'entreprise, vous lisez juste 3 lignes, pas plus, vous reviendrez dessus après, vous inquiétez pas. Voilà, on a une entreprise industrielle, ok, 120 salariés, c'est donc une PME, c'est une entreprise familiale. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du mobilier thérapeutique. Et on voit que de toute façon, ça porte sur des fauteuils médicalisés. Voilà. Donc, une moyenne entreprise familiale qui est spécialisée dans les fauteuils médicalisés et le mobilier thérapeutique, c'est-à-dire quoi, le mobilier qu'ils vont vendre, on imagine, à des hôpitaux, des cliniques, ou des gens chez eux qui ont besoin d'être hospitalisés à la maison, un truc comme ça. Bon, c'est tout. On n'a pas besoin d'en savoir plus, ça nous prend 30 secondes. Ensuite, l'étude est composée de 3 grandes missions. Et tant que vous n'avez pas les questions, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas faire 3 dissertations. Donc, vous laissez tomber. Ensuite, vous voyez qu'il y a une composition du dossier documentaire. Pour l'instant, vous laissez tomber. Vous ne vous en occupez pas. Vous y reviendrez. Ensuite, on voit là, ah, ça, plus intéressant, l'émission avec les questions et les annexes relatives. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une feuille de brouillon et vous écrivez en haut la mission et ensuite vous laissez un peu d'espace. La question 1, identifier les principaux agents économiques en relation avec l'entreprise et leurs rôles respectifs. Vous laissez de la place. Moi, je prendrais même une autre feuille, hein, en remettant M1, hein, pour être sûr, hein. Mais voilà, je prendrais une deuxième feuille, M1, 2.
Montrer si l'entreprise Innova a réussi à concilier ces différentes finalités. Je l'écris. M1, 3. Alors, soit dessous, mais la page, elle commence à être petite. Hein. Bon, moi, je prendrai une troisième feuille. M1, 3. Analyser les évolutions du macro-environnement d'Innovza. OK. Ensuite, hop, nouvelle feuille de brouillon. Mission 2, le choix de développement d'Innovza. 1. Analyser les stratégies globales et de domaine choisies par Innovza. 2. Expliquer en quoi le statut juridique permettra d'accompagner le développement de l'entreprise. Je l'écris pareil. Hein. Et puis, je vois qu'il n'y a pas... Si, il y a une troisième question, toujours. À l'aide d'un raisonnement juridique, analyser si M. Endurant peut rompre ses négociations. J'écris les questions. Et j'écris le titre de la mission. Idem, je change de brouillon. Mission 3, gestion des compétences. Là, on sait qu'on est dans le management. Hein. Et pareil, hop, j'écris la question 1. Donc, vous avez déjà un petit tas de brouillon avec du vide dessous. Et jusqu'à 3. Voilà, il y a 3 questions. Généralement, c'est toujours comme ça. 3 questions. Eh bien, j'écris les 3 missions avec les 3 questions sur des feuilles différentes. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je vais dans les annexes? Parce que là, en l'ayant écrit, vous commencez à avoir des questions en tête. C'est déjà mieux que si Non, vous aviez été dans les annexes au départ. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, si je suis clair. Oui, on décortique les questions en Alors, relevant les termes à définir. exactement. Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est bien. Vous n'allez pas toucher aux annexes parce que sinon, en lisant les annexes, vous allez oublier toutes vos connaissances, toute votre réflexion, et vous allez être perdu dans les annexes. Et donc, et vous n'avez pas encore bien en tête les questions. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous ne regardez toujours pas les annexes et vous vous dites, pour chaque mission et pour chaque question, est-ce que je peux, avec mes connaissances, avec mon expérience, est-ce que je peux déjà dire quelque chose? Pourquoi? Parce que ça ne sera pas sorti des annexes. Et le premier message que vous allez envoyer au correcteur, c'est cette question. Je vais aller sans doute ensuite dans les annexes pour trouver des éléments de réponse, mais je saurais répondre quelque chose par moi-même parce que j'ai des connaissances, de l'expérience ou des idées, sans avoir besoin des annexes. Et le premier message que vous faites passer au correcteur, c'est ah là, vous tenez une copie où il y a des connaissances et où l'étudiant n'a pas fait que des copier-coller de morceaux d'annexes. Est-ce que vous comprenez pourquoi il faut faire comme ça? Moi, monsieur, j'ai pas très bien compris. En gros, là, vous nous avez dit, donc, pour s'imprégner des questions, il faut les Oui, noter sur un brouillon, laisser oui, un espace, et, oui. et après, Et après, on ne lit toujours pas les annexes. Et après, on regarde chaque question, on se dit, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? d'accord, ok, je comprends. Vous voyez? C'est-à-dire que la première chose que vous allez noter sous les questions sur votre brouillon, ce n'est pas des éléments des annexes, c'est des éléments de connaissances à vous, ou d'expérience à vous, ou de choses que vous savez dire dessus. Prenons un exemple concret, Yolène, si vous le voulez bien. Oui. Identifier les principaux agents économiques en relation avec l'entreprise et leurs rôles respectifs. Est-ce que il n'y a pas quelque chose que vous avez vu peut-être en cours? Alors peut-être pas les BTS première année, alors je ne sais pas qui est en première, deuxième année parmi vous. Hein. Je crois que Sullivan a invité tout le monde, mais pardonnez-moi, qu'importe hein, d'ailleurs. Mais il n'y a pas quelque chose que vous pourriez dire sans avoir besoin d'annexe là-dessus? Bah oui, on pourrait dire bah, par rapport à nos connaissances de cours, quoi, mais Et oui, là, par comme rapport ça. à vos connaissances de cours, qu'est-ce que vous pouvez déjà définir, expliquer, etc. Bah, du coup, Qu'est-ce qu'un agent définir, économique? Ah, oui, donner la définition des agents économiques, enfin, des agents. excellent. C'est quoi des agents économiques? Par exemple, c'est les ménages. Alors, les ménages, c'est un exemple. Oui, on le met. Voilà, vous le notez sur votre brouillon. Exemple, d'abord, tout d'abord, qu'appelle-t-on les agents économiques? Et vous commencez comme ça. Et là, le correcteur, je vous assure, il va être stupéfait parce qu'il n'a pas une copie sur 100 qui commence comme ça. Tout d'abord,
nous allons définir ce que sont les agents économiques. Il y a les ménages. Il y a qui d'autre? Les banques, l'État, le reste Les du banques, monde. l'État, Les- les entreprises, elles ont besoin de matériel, elles font donc appel à les- des... Bon, vous le savez, je suis sûr. À des Fournisseurs aussi? Oui, à des fournisseurs, c'est ça. Euh, oui, Les banquiers. les banquiers, les assurances, etc. Bref, ce sont tous les acteurs qui participent d'une façon ou d'une autre à l'activité économique d'un pays. Et toute entreprise est en relation avec d'autres agents économiques, bien entendu, pardon. Excusez-moi. Il y a l'État, quelqu'un l'a dit, je crois, etc. Donc, vous commencez par dire, voilà, je vous donne, bon, enfin, vous ne dites pas je vous donne, mais vous commencez par faire un cadeau au correcteur, et je vous assure que ça va le surprendre. Vous commencez par donner une définition des agents économiques pour montrer que vous savez ce que c'est et que vous n'avez pas besoin des annexes. Donc, vous notez tout ce qu'on vient de dire là. Et là, vous marquez des points, je vous assure. Hein. Alors, j'ai un petit outil à vous donner. Regardez. Euh, je vais partager un autre écran et je vous fais un petit cadeau. Hop, bougez pas. Enfin, si, bougez si vous voulez. Hein. Regardez ça. Est-ce que vous voyez mon nouvel écran? Oui. Oui. OK. Ça, c'est un lexique qui n'est pas de moi. Hein. J'ai pris dans un très très bon manuel, mais je l'ai pris parce que c'était le meilleur. Vous avez toutes les définitions sur les 2 années de BTS qui peuvent être utiles en CEJM. Regardez. Alors, par exemple, est-ce qu'il parle d'agent économique là-dedans? Entre parenthèses, j'ai eu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les cours, hein, mais j'ai eu par le passé des étudiants de BTS que j'ai eu en soutien, comme vous, et qui ont réussi à avoir une bonne note en CEJM rien qu'en apprenant ça. Alors vous allez me dire, ça fait quand même 4 pages. Ben ouais, mais c'est sur les 2 années de BTS. Mais vous apprenez ça par cœur. Ah bah non, regardez, agent économique, personne ou entité ayant une part active dans la vie économique d'un pays. On a la définition. Alors après, faut réfléchir un peu. Hein. Faut dire, personne, c'est qui? Bah, ça peut être des fournisseurs. Une entité, c'est qui? Bah, c'est d'autres entreprises, c'est l'État. L'État, c'est une entité. C'est pas une personne, on est d'accord? Donc, vous agrémentez ça avec des exemples. Hein. Et votre première partie de réponse à la question 1, eh ben, elle est déjà personnelle, elle montre au correcteur et elle imprime au correcteur que vous arrivez au BTS avec des connaissances personnelles, avec de la réflexion, hein, et vous proposez une méthode, c'est-à-dire que vous commencez par définir les éléments clés ou les termes clés de la question qu'on vous pose. Voilà. On ne va toujours pas dans les annexes. On passe à la question 2. Montrer si l'entreprise Insova, donc on change, on descend dans le brouillon, ou si on a pris une autre page, parce que finalement, on remet des trucs. Hein. Mais on passe à la question, toujours mission 1, M1, Q2, question 2. Montrer si l'entreprise Innova réussit à concilier ses différentes finalités. Est-ce qu'on a des choses à dire là-dessus? Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas au moins un terme à définir là-dedans? Les finalités? Ben évidemment, oui, Doua. Absolument. Il y a des choses à dire sur les finalités. Selon vous, qu'est-ce que ça pourrait être les finalités d'une entreprise? Ah, les finalités Économique, économiques, le calcul. sociétale et Oui, mais sociale. alors, concrètement, c'est quoi les finalités économiques d'une entreprise? Le but de enfin, c'est le but de l'entreprise. C'est ce qu'elle Oui, mais cherche à ouais, mais vous avez raison attirer. tous, mais dites-moi concrètement, euh, oui, Jeanne? C'est son profit. Alors, pas forcément le profit, mais au moins d'être ce qu'on appelle pérenne, au moins d'être à l'équilibre, pas être en déficit, pas couler. Être pérenne, ça veut dire, vous savez, survivre dans le temps.
Entre parenthèses, je vous ai donné un document. Est-ce que vous n'auriez pas une petite définition à finalité? Quelqu'un peut regarder parce que je ne l'ai plus, moi. Et je ne sais pas s'il y a. Les finalités, c'est comme les objectifs. Il peut y avoir des finalités lucratives, non lucratives. Oui, oui, C'est, oui. Alors, vous dites tout ça sur votre brouillon, ouais, vous l'écrivez, Chaniz. ouais. Oui, mais est-ce que quelqu'un aurait la La gentillesse de... définition, c'est Ah, il y a la définition de finalité dans le document que je vous ai donné? oui, raison d'être de l'entreprise, son but à long terme. Eh bien voilà, vous recommencez, comme pour la 1, à définir, à donner, à offrir, j'allais dire, au correcteur une définition que les autres ne penseront pas à donner. Et qui montre que vous n'êtes pas dépendant des annexes pour savoir ce que c'est qu'une finalité. Je donne la parole à Constance et on continue sur cette question. Oui, Oui, Constance? excuse-moi, on peut dire que bah, c'est l'objectif, non? C'est l'objectif à Alors, long terme. ce sont les objectifs à long terme de toute entreprise, mais ces objectifs peuvent être, comme certains de vos camarades l'ont souligné, économiques. D'abord, Ouais. être pérenne, être viable, hein, survivre Mm. dans un milieu qui peut être concurrentiel. Hein. Non, non, mais vous y allez, vous développez avec vos connaissances. Regardez, c'est sur tous les sujets, en prenant appui sur vos connaissances. Sauf que 99% des candidats ne le font pas. On donne la moyenne de cette épreuve au BTS, c'est autour de 8,5, un truc comme ça, pas plus. On donne la moyenne à des candidats quand ils ont été piocher les bonnes informations dans les annexes. Mais imaginez une copie qui commence par proposer des définitions qui ne sortent pas des annexes, mais le correcteur, vous ne pouvez pas avoir en dessous de 15. Mais c'est pas Oui. fini. Du coup, on peut, monsieur, définir les deux finalités qu'on a pris en cours, la finalité sociale et sociétale. Alors, la finalité sociale et sociétale, c'est une finalité que les économistes considèrent comme secondaire. Pour eux, le but d'une entreprise, c'est pas de faire du social. Mais de plus en plus, on demande, vous le savez, aux entreprises d'avoir des buts de bien-être social pour leurs salariés. C'est, par exemple, d'offrir des niveaux de rémunération qui soient corrects. Hein. C'est d'offrir des conditions de travail qui soient bonnes. C'est de permettre, vous connaissez le terme RSE, responsabilité sociétale des entreprises? Oui. Oui, Voilà, eh ben, vous le placez, c'est pas dans les annexes, et vous gagnez un point. De plus en plus, c'est l'évolution de nos sociétés. On demande, dans les pays occidentaux en particulier, aux entreprises d'avoir des buts, non pas seulement économiques en termes de pérennité, de bénéfices, etc., mais d'avoir des buts, d'avoir des finalités, donc, sur le plan social. C'est-à-dire, en gros, employer des gens, bien les payer, euh, leur proposer du télétravail peut-être, etc., etc., les faire travailler dans de bonnes conditions. En gros, ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, vous dites tout ça. Et je vous assure que le correcteur, il a un a priori extrêmement favorable. Hein. Voilà. Et on ne va toujours pas dans les annexes, on continue à faire les introductions des réponses, enfin pas les introductions, les débuts de réponses aux questions sur le brouillon. Analyser les évolutions du macro-environnement d'Innovza. Il n'y a pas un terme là qu'il faudrait peut-être définir? Macro-environnement. Oui, oui, Yolène, absolument. Il faudrait définir macro-environnement. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée comme ça? C'est les ressources. Alors, ça en fait partie. Ça en fait partie, tu vois. Oui, mais Ainsi que leurs forces et leurs faiblesses. alors, il y a un lien, il y a un lien par rapport à un environnement. Les entreprises ont des forces et des faiblesses. Il y a des menaces aussi, des opportunités. Et ben voilà, vous placez ça. Mais on n'a toujours pas défini macro-environnement, mais vous On peut dites placer. ça. Oui, mais nous, on a appris pour le faire dans le tableau avec la méthode Pestel. Mais qu'est-ce qui vous interdit de faire ça? Ça revient à la même. Oui, mais qui aurait pensé, en rentrant, en lisant les annexes, à le faire? Irina, c'est le moment de placer des choses que vous avez apprises, dont le pestel. Oui, absolument.
Irina, je ne sais pas si... Oui, oui, Ce que je veux dire par là, c'est que si vous aviez commencé à lire les annexes, vous n'auriez absolument pas ça en tête. Or, ce que je vous propose là, c'est de donner des définitions, des exemples, des mots-clés, des questions, et de commencer par ça sur votre brouillon. Et ensuite, on ira bien sûr voir les annexes. Mais vous commencez par envoyer un message fort au correcteur. Je sais des choses. Je sais que le macro-environnement, eh ben, on peut le définir à l'aide du pestel. Est-ce que dans le lexique que je vous ai envoyé, il n'y aurait pas une petite définition du macro-environnement? Cherchez. Quelqu'un dit dans le... Ah bah voilà, merci Asia. Asia, vous auriez la gentillesse de nous lire la définition? Oui, Merci. faut que je le retrouve. C'est l'environnement général de l'entreprise, composé de facteurs globaux qui, dans une certaine mesure, concernent toutes les entreprises et sur lesquelles elles ne peuvent pas agir. Exactement. Merci. Bah, cette définition colle parfaitement. Et ensuite, il suffit de la comprendre et de donner des exemples. Le macro-environnement, eh ben, Irina l'a très bien dit, on le définit avec le pestel, bah, vous l'écrivez. Et puis vous dites, par exemple, dans le macro-environnement, il y a l'évolution sociale par rapport aux activités de l'entreprise, hein. Il y a la réglementation politique, hein. Euh, c'est l'environnement, bien sûr, économique, ça peut être la concurrence, le dynamisme ou pas du secteur, hein. Le S, c'est pour sociétal, bon, je l'ai déjà dit, j'avais commencé par ça. Le T, c'est technologique. Qu'est-ce qu'il fabrique, Inovza? Il fabrique des trucs médicalisés, du mobilier médicalisé. C'est pas dépendant de la technologie, ça? oui, 100%. Oui. Eh bien oui, donc c'est très important, vous le dites, vous l'écrivez. Vous pouvez commencer par dire, on remarque d'ailleurs que sur le plan technologique, bah, Inovza dépend d'un macro-environnement important qui doit certainement être, comment dirais-je, à l'affût des nouveautés technologiques, puisque elle fabrique des fauteuils médicalisés ou des meubles médicalisés, et elle a intérêt pour cela à se tenir au courant des évolutions technologiques. Voilà. J'en étais à T, c'est quoi le E de Pestel à la fin? J'ai oublié. C'est légal, Environnemental. c'est ça? Environnemental. Oui, oui. Environnemental. Alors, vous écrivez environnemental. Alors, est-ce qu'il y a des enjeux pour Inovza? Vous dites, est-ce qu'il y a des enjeux sur l'environnement, mais dans la notion d'environnement, la nature, ne pas polluer, etc. Pour Inovza, peut-être, nous le verrons dans les annexes, vous dites. Ah. Et puis ensuite, le L, c'est légal. Oui, il y a certainement une législation qui doit concerner les trucs médicalisés. C'est pas possible autrement. Enfin, moi, je ne connais rien en matériel médicalisé, mais j'imagine qu'il y a une législation. Il doit y avoir des règles, des normes. On ne peut pas vendre des fauteuils. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié. Attendez, laissez-moi un instant parce que je dis n'importe quoi. On ne peut pas vendre des... Ah, ça vient des fauteuils médicalisés sans qu'ils respectent certaines normes, hein. Donc, en effet, là, vous justifiez, vous définissez et vous justifiez la question, puisque, effectivement, le macro-environnement, hein, avant de voir son évolution dans les annexes 1 à 5, euh, avant de voir son évolution du macro-environnement, eh ben, on va quand même, on sait d'entrée que c'est un truc important pour une entreprise. Est-ce que vous voyez que pour cette première mission, sur vos 3 brouillons, ou sur votre page de brouillon, vous avez déjà écrit, allez, on va dire 5-6 lignes, mais qui ne sortent pas des annexes et qui vont faire que le correcteur va vous lire avec un a priori très favorable. Pourquoi? Parce que vous ne commencez pas à lui recopier des bouts d'annexes, 90% des copies, mais parce que vous commencez par faire l'effort de lui donner une définition, des exemples, et peut-être même un début de réflexion personnelle. En gros, vous lui montrez que vous avez travaillé, que vous avez de la méthode. Et franchement, il va lire toute la suite de votre copie avec un a priori favorable. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un biais
Ça s'appelle un biais cognitif qu'on appelle l'effet de halo. Non. Non. Alors, l'effet de halo, c'est le fait que quand on a une première impression, elle guide tout le reste. Par exemple, si je reçois quelqu'un en entretien de recrutement, si je le trouve pas beau, mal habillé, si j'aime pas sa voix, même s'il a plein de qualités derrière, c'est la première impression qui va dominer. En revanche, si je vois la personne arriver, qu'elle me semble bien mise, propre sur elle, euh, peut-être belle même, avec une jolie voix ou un sourire, etc., eh ben, ça va conditionner tout le reste. Ses qualités, je vais les voir plus. Ses défauts, je vais les voir moins. Inversement, la personne qui s'est présentée mal habillée, un peu pas sympa, ça, ses qualités, je vais moins les voir. Par contre, je vais bien voir ses défauts. Ça s'appelle l'effet de halo. C'est pour ça que dans le recrutement, en particulier aux États-Unis, ils organisent, ils font de plus en plus de recrutement. Vous apprendrez ça peut-être si vous faites un bachelor master en RH, mais ils organisent de plus en plus de recrutement via des intelligences artificielles, sans rencontre physique, parce que les recruteurs du monde entier ont forcément un biais qui est lié à l'effet de halo. C'est-à-dire que leur première impression euh, va guider tout le reste. Je vais vous livrer un petit secret. Quand vous avez eu une mauvaise note à l'école, dans une matière, c'est dur de remonter, de redresser la barre, non? Si. Oui. Eh ben, c'est tout simplement l'effet de halo. C'est-à-dire que il y a des études qui ont montré que quand la première note qu'on a dans l'année va conditionner un peu le formateur, le professeur ou le correcteur pour la suite. Bon, bah là, c'est pareil. Créer un effet de halo. Que vos premières lignes pour chaque question disent au correcteur, ah, ce candidat, il a des connaissances, il a réfléchi, enfin un, etc. Et même si vous faites des fautes, même si vous oubliez des trucs par la suite, il vous pardonnera. Si vous suivez cette méthode et si vous avez... C'est toujours les mêmes définitions qui reviennent en CEJM, hein. Et puis, en plus, elles sont presque toutes dans le document que je vous ai donné, puis vous avez eu des cours là-dessus, hein. Eh ben, faites l'effort de ne pas vous laisser attraper par les annexes, hein. Et vous verrez que si vous faites ça, vous ne pouvez pas avoir en dessous de la moyenne. Question, est-ce que certains d'entre vous qui seraient en bachelor et qui repassent l'épreuve de CEJM se rendent compte qu'ils n'ont pas eu une bonne note en CEJM parce qu'ils se sont fait happer, attraper par les annexes et du coup, ils ont oublié de mettre des connaissances? Oui, 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 voilà. oui. Je ne sais pas combien vous avez eu, je ne vais pas vous le demander, mais vous ne pouvez plus avoir la même note. Vous serez forcé d'avoir au-dessus de la moyenne si vous évitez ce piège. Est-ce que Ah, vous moi, comprenez? monsieur, j'ai eu 4 sur 20. Je ne m'attendais pas à cette note, hein. Pourtant, j'avais 14 ou 16 en Et cours. pourtant, alors, Chanlise, est-ce que vous avez apporté pour chaque question des connaissances personnelles? Euh, je sais pas du tout. Est-ce que vous avez procédé comme je vous le dis? Est-ce que vous avez commencé à rédiger vos réponses sans aller voir les annexes au début? Non, j'ai tout en voir les annexes. Voilà. Eh ben, vous pouviez. C'est le piège numéro un. C'est pas de votre faute, hein, mais c'est le piège numéro un. Et en appliquant la méthode que je vous donne là, vous ne pouvez pas euh, vous replanter. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors, je voudrais vous faire observer quelque chose. Continue encore. La semaine prochaine, on fera la partie rédactionnelle, ne vous inquiétez pas, hein, mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Je voudrais quand même vous convaincre de l'intérêt de cette méthode. Par rapport au début où vous m'avez dit, on lit les questions et on lit les annexes. Là, on a lu les questions, mais on a commencé à y répondre avec nos propres connaissances, notre réflexion, nos exemples, etc. Est-ce qu'on n'a pas mieux les questions en tête que si on avait simplement lu les questions? Si, ça nous permet d'avoir une suite logique à la réponse qu'on a donnée en plus. Exactement. Non seulement on a commencé à y répondre, mais on les a toutes bien en tête. Donc, quand on va aller dans les annexes, on sait exactement ce qu'on va chercher. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. 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 Eh bien voilà.
Donc, on est beaucoup plus efficace. Donc, là encore, on gagne plus de points que les autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose que ce qu'on vient de faire avec la mission 2, hein. Alors, les stratégies de domaine, stratégie globale. Alors, juste une petite chose. Le statut juridique, le développement de l'entreprise, vous pouvez à la limite le définir. Qu'est-ce que le développement de l'entreprise? C'est son développement, bien entendu, économique, ça peut être un développement géographique, etc. Donc là aussi, il y a des trucs à définir, mais souvent, dans les questions juridiques, euh, voilà, il y a des questions pour lesquelles vous ne pouvez pas répondre sans les annexes, hein. Mais c'est rare. Mais repérez d'entrée les questions où vous avez des choses à dire, des termes à définir en particulier, des exemples à donner. Pour toutes les questions où vous pouvez définir, expliquer, etc., avec vos propres connaissances, vos exemples, voire même votre expérience professionnelle, sans dire je, hein, eh ben, c'est des points gagnés. Et ensuite, vous allez voir les annexes. On y va. Alors là, on n'a pas le temps de répondre aux autres questions, hein, pour aujourd'hui, mais on va aller chercher dans les annexes, sauf que là, on sait ce qu'on doit trouver. On doit trouver les principaux agents économiques. Petit 1, un premier point. On doit trouver les finalités de l'entreprise. On doit trouver des éléments d'information sur le macro-environnement. Donc, on ne va pas à l'aveuglette dans les annexes 1 à 5 pour compléter ces questions en allant chercher les annexes, parce que je vous rappelle que vous devez prendre appui sur vos connaissances, mais aussi le contexte, mais aussi le dossier documentaire. Donc, je disais qu'on va dans les annexes maintenant, mais en sachant exactement ce qu'on cherche. Trois choses pour compléter nos réponses et achever nos réponses aux trois premières questions de la mission 1. Les agents économiques en relation avec l'entreprise, hop, les finalités de l'entreprise et les éléments qui constituent son macro-environnement. Tout le monde a bien ça en tête? Oui. Est-ce que vous Oui, comprenez? Est-ce que vous oui, comprenez les uns et les autres? Faites-moi des petits signes si vous ne voulez pas allumer votre micro, mais est-ce que vous comprenez tous pourquoi cette méthode est efficace? On rentre dans les annexes. D'abord, on a donné des connaissances au correcteur, on lui a prouvé qu'on avait des connaissances, et ensuite on rentre dans les annexes, mais en sachant exactement ce qu'on cherche. Est-ce que c'est bien rentré ça? oui. Oui. Ok, parfait. Alors on y va. Ce que je vous propose, c'est de faire l'expérience. On prend les annexes de 1 à 5. Et puis à chaque fois que on trouve quelque chose qui permet de répondre ou de compléter la réponse à la question 1, 2 ou 3, eh ben, vous faites un petit signe. D'accord? Vous interrompez. Ok, d'accord. D'accord? Alors j'aurais besoin de volontaires pour lire. Et dès qu'on voit passer une information, vous voyez, on ne lit qu'une fois les annexes, mais comme on sait ce qu'on cherche, on ne va utiliser que peut-être 10% des annexes, parce que vous avez vu, 14 pages, vous n'allez pas rendre 14 pages de copie, hein, mais vous allez trouver les éléments pertinents dans les annexes. Alors, est-ce que je peux avoir des volontaires pour lire? Parce que moi, j'ai besoin, je ne peux pas lire, mais j'ai besoin de surveiller, et on fait un petit Ouais, signe. je veux bien dire, monsieur. Merci. Alors, je ne sais pas qui a parlé. C'est Yolène. Yolène, ok, merci. Allez-y, Yolène. Dès que Yolène donne une ligne qu'on peut utiliser pour dire, tenez, par exemple, l'annexe 1 nous donne tel élément qui répond à une des trois questions qu'on a vues ensemble, là, hop, on s'interrompt et puis on complète le brouillon. C'est parti, Yolène. Alors, du coup, là, monsieur, je commence à lire l'annexe 1, on est d'accord? Oui. De Là, on un, lit les annexes dans l'ordre. On sait que de 1 à 5, ça sera pour répondre aux trois premières questions de la mission 1. Ensuite, je ne sais plus. Allez-y. ok. Alors, le respect de l'environnement. Innov SA est Stop. adhérent des... Quoi? Bah, moi, je vois déjà un truc. Innovesa doit respecter l'environnement. Ça renvoie pas à un élément de la première question, de la Si. première option. Lequel? Alors, il faudrait juste que j'ai la question sous les yeux. Alors, il faut tout ce que vous ayez Les en tête. finalités? Hein? Les finalités? Alors, ça peut être une finalité. Oui, ça pourrait être, c'est pas bête. Mais Les moi, je le vois rô- plutôt dans quoi? Dans leur rôle. Non, on en leur- a parlé.
Macro-environnement, pardon. Et oui, 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 on en a parlé de l'environnement dans le macro-environnement. Donc déjà, dès la première ligne, on voit qu'Innovza, adhérente d'éco-immobilier, un éco-organisme. Alors, on pourrait le mettre à la fois dans la réponse sur les finalités, et d'ailleurs on le fait. Donc on note un petit tiret. Il y a une finalité écologique, hein, plus que sociale encore, où on peut l'intégrer peut-être à la responsabilité sociale de l'entreprise. Mais dès le début de l'annexe 1, on constate que Innovza a des valeurs et que parmi sa valeur, il y a le respect de l'environnement. D'ailleurs, elle est adhérente d'Éco-Immobilier, un éco-organisme à but non lucratif pour valoriser les meubles usagés. Voilà, tac, on a déjà un élément à donner dans la question 2 sur les finalités de l'entreprise et dans la question 3 sur le macro-environnement. Elle a des impératifs environnementaux, puisqu'on avait parlé du PCL. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Eh ben voilà, et on continue. Yolène? Donc Ouais. j'ai oublié de dire, pardon Yolène, évidemment, on le note sur le brouillon. C'est peut-être pas dans ce sens-là, il y a peut-être d'autres finalités ou d'autres éléments du macro-environnement qu'on va mettre avant, mais après ça, vous mettrez des flèches, hein. Et puis on verra ça la semaine prochaine. Mais on a déjà un truc à dire qui est pertinent par rapport à la question. Yolène, si vous voulez bien continuer. Alors, Innov SA est adhérente d'Écomobilier, Stop, éco-organisme à but stop, non stop, stop. lucratif. Ah, pardon, désolé. Quelqu'un aurait la gentillesse de me relire la première question? Identifier les principaux agents économiques en relation avec l'entreprise Innov SA et leurs rôles respectifs. Éco-immobilier, donc, c'est un éco-organisme qui apporte des solutions pour la collecte et la valorisation des meubles usagés. C'est pas un agent économique? Si. Eh ben voilà, et on a de quoi, dès la première ligne, mettre un petit truc sur la première question, un petit bout de réponse à la première question. Vous êtes d'accord? Oui. Eh ben voilà, et on continue. Il n'y a que moi qui interrompt, hein, je remarque. Essayez de jouer le jeu aussi. Yolène, vous voulez bien continuer, pardon, pour ces interruptions, mais Oui. on a déjà une rafale de petits bouts de réponse. Donc on les note Ok. sur le brouillon. On les note sur le Alors, brouillon. éco-organisme à but non lucratif, agréé par le ministère en charge de l'environnement. Cet éco-organisme apporte des solutions pour la collecte et la valorisation des meubles usagés en leur offrant une deuxième vie, en les recyclant ou en les utilisant comme source d'énergie. Il aide les entreprises adhérentes dans leur démarche d'éco-conception. L'éco-conception est le fait de prendre en compte la préservation de l'environnement dès la conception du produit. Il s'agit de réduire la consommation de matières premières, d'énergie, de limiter la production de déchets et de prévoir la fin de vie du produit. Proposer des fauteuils à faible impact environnemental, c'est proposer la possibilité d'une remise en état de ces fauteuils à moindre coût. Voilà. L'attention. Alors, attendez. Pardon, Yolène. Là, bah, ça explique. Donc, ce que vous pouvez faire dans votre réponse, c'est dire, bah, voilà, le fait d'être respectueux de l'environnement, qui est sa valeur visiblement numéro un selon l'annexe 1, eh bien, est le détail du fonctionnement de sa coopération avec les éco-organismes. Le détail figure dans le premier paragraphe. On n'a pas forcément besoin de revenir, on ne va pas recopier tout, hein. Donc on fait une phrase qui résume l'ensemble, ok? En montrant bien qu'on a repéré des éléments dans l'annexe 1. Voilà. Donc on prend des petites notes comme ça, sans faire de phrases, sans rédiger, hein, sur le brouillon, et on remettra tout ça dans l'ordre quand on fera la vraie rédaction. Nous, on fera un essai la semaine prochaine sur au moins 2-3 questions. Donc là, on a noté au brouillon. Yolène, si vous voulez bien continuer. L'attention portée aux clients. Innov SA est très attentive au Hop, retour. personne n'intervient? Si on a un nouveau agent économique. Ah, on a un nouvel agent économique important, c'est le client et en particulier Les les ménages. retours des clients, c'est-à-dire leur éventuelle satisfaction, leur éventuel mécontentement. Donc, on voit ici que ce que vous appelez les ménages, c'est bien de l'avoir dit, mais les clients, c'est-à-dire des ménages finalement, euh, sont des partenaires, sont des... comment elle dit la question? J'ai oublié, flûte. Sont des agents économiques très importants pour Innovsa. Voilà.
Tac, on a un deuxième truc à mettre dans la première réponse. Entre parenthèses, euh, non, 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 je ne veux pas compliquer les choses. Pardon, Yolène, si vous voulez bien continuer. Innovesa est très attentive au retour des clients afin de pouvoir améliorer sans cesse leurs produits. L'équipe commerciale forme les aidants à l'utilisation des fauteuils. Cela permet aux aidants de manipuler les fauteuils en évitant les troubles musculo-squelettiques et positionner les utilisateurs de la meilleure façon. Stop. Il n'y a que moi qui interromps, Yolène. On vient pas Oui. de voir passer. Question 2, c'était quoi déjà? J'ai plus les questions sous les yeux. Est-ce que quelqu'un pourrait... Montrer si l'entreprise Innovesa a réussi à... Euh, euh, attendez, monsieur, Non, j'avais les non, questions. non, excusez-moi, Yolène, c'était la question 1. On a une autre partie prenante, ce sont les aidants, c'est-à-dire du personnel médical. Ils font partie des partenaires, des parties prenantes qui ont des relations avec Inovsa. Donc, on a encore un truc à mettre dans la réponse numéro 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. OK. Donc, pardon Yolène, vous pouvez continuer. Donc, on le note sur un petit bout de brouillon, hein. Il n'y a pas grand-chose à mettre, hein. On voit les aidants, c'est-à-dire le personnel soignant, sont aussi des partenaires. Yolène, si vous voulez bien continuer. Tous les fauteuils sont déclinés dans des coloris sobres, galets, greg, Stop. chocolat, etc. Alors, Yolène, je suis désolé pour toutes ces interruptions, mais j'essaie de Il y vous a pas de- donner des trucs. Est-ce que tout ça, ces trois lignes-là, euh, on commence juste la phrase et on se rend compte de quoi? Ça va pas nous être utile. Ça va pas nous être utile, donc on saute. Et on gagne du temps. On s'en fiche. Ça répond à aucune question, les couleurs des fauteuils. On est d'accord? Oui. Donc, on laisse tomber. Ça fait partie des choses qu'on vous met pour vous obliger à apprendre à trier, à faire des choix. Et on passe directement au paragraphe, au dernier paragraphe. Yolène, si vous voulez bien. La politique salariale. Innov SA est une entreprise où l'esprit familial règne. Les salariés se sentent bien dans l'entreprise. Hop. Partie prenante, encore une fois. Alors, Enfin, un euh, champ économique. les parties prenantes, c'est évidemment les salariés, oui. Donc, on rajoute les salariés dans la question sur les parties prenantes. Première question. Donc, on met un petit mot sur les salariés dans la première question. Mais surtout, eh ben, c'est vous qui m'en avez parlé. Plusieurs d'entre vous m'en ont parlé. On n'a pas dit dans la deuxième Est-ce que question c'est que... possible de relire la phrase? Oui, Les salariés se sentent bien dans l'entreprise. Ah, ils la bénéficient de bonnes finalité conditions de sociale. travail. La RSE, non? Eh ben, on a bien dit que dans les finalités de l'entreprise, il y a les finalités économiques, mais il y a aussi les finalités sociales. Là, on a bien une finalité sociale. Les salariés se sentent bien dans l'entreprise, bonnes conditions de travail, euh, esprit familial, ils sont pris en compte, la promotion interne, tout ça, ça ne fait pas partie de la RSE. Si. Ça ne fait pas partie des finalités de l'INOVSA. Si. Eh ben, ça arrive même avant. On peut le faire remarquer au correcteur. On remarque que parmi les finalités sociales arrivent dans dans les finalités de l'INOVSA avant même les finalités économiques, dès l'annexe 1. Vous voyez? Donc là, on ne loupe pas, on a bien une finalité, vous êtes d'accord? Donc, on a un élément de réponse à la question 2. OK. Donc, on a lu... attendez, hop, Yolène. On a lu le premier texte, on a déjà commencé à compléter nos réponses. Cette fois-ci, on ne complète plus avec des connaissances, puisqu'on on les a mises au départ. Et maintenant, on va chercher dans les annexes les bons éléments, les éléments pertinents pour dire ainsi, hop, etc., etc. Et on va continuer. Et vous remarquez comme on gagne du temps dans la lecture des annexes, parce que on sait ce qu'on cherche. On a en tête, bien en tête les questions, donc on a bien en tête les éléments qui vont nourrir nos réponses. Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Oui.
Merci Yolène. Merci, j'ai pas vu qui. Mais bon. C'est moi. Ah bah c'est Yolène encore. Non, c'est Non. ça. Ah, pardon, mais comme je partage mon écran, je peux pas tous vous voir. Donc merci. Alors ensuite, Il panorama. bénéficie de bonnes... Oh, pardon. Oui, Sarah, dites-moi. Non, c'était Yolène, du coup, je pensais que vous vouliez que je continue à lire, c'est pour ça. Si vous voulez bien, mais si Il vous en... bénéficie de bonnes... bah, comme vous voulez. Bah écoutez, volontiers, vous lisez très bien, donc allez-y, avec plaisir. Ils bénéficient de bonnes conditions de travail, tant au niveau du matériel à leur Ah, disposition que pardon, des revenus internes. excusez-moi, moi j'étais déjà passé à l'annexe 2 parce qu'on a déjà dit ce qu'on utilisait dans Ah, l'annexe. ok, On a ok, déjà ok, noté dans la question 2, on a déjà noté que dans les finalités sociales, il y avait le bien-être des salariés. ok. Voilà. Alors, annexe 2, panorama et analyse qualitative de la filière industrielle des dispositifs médicaux en France en 2021. Stop. D'instinct, rien qu'en lisant le titre, on va trouver des éléments sur quoi là? Sur le pestel? Eh ouais, sur le macro-environnement, bien sûr. Sur le macro-environnement. Donc là, rien qu'en lisant le titre, on se dit, ah tiens, là, attention, j'ai des choses qui vont aller dans la question, dans la réponse à la question 2. Vous êtes d'accord? Vous voyez l'intérêt d'avoir bien assimilé les questions au départ en y répondant avec des connaissances sans aller voir les annexes. C'est que dès qu'on lit un titre d'annexe, maintenant on se dit, tiens, 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 là, je vais trouver des choses sur telle, qui vont m'aider sur telle question. Tout le monde comprend? Allez, Oui. Yolène, j'essaie de pas trop vous interrompre, mais c'est pas possible Non, il puisque n'y a pas de souci. il y a plein de choses à relever. Allons-y. Qu'est-ce qu'un dispositif médical? Les dispositifs médicaux sont des produits de santé. Ils améliorent ou sauvent des vies. Ce sont principalement des matériels et équipements médicaux, fauteuils pour personnes à mobilité réduite, lits médicalisés ou encore Stop. une application de santé. Pardon, Yolène. Est-ce que tout ça va nous être utile Non, dans c'est ces juste pour nous réponses? mettre dans le contexte. C'est juste pour nous mettre dans le contexte, donc on n'en a pas besoin. Donc, dès qu'on qu'est-ce qu'un dispositif médical? Aucun intérêt. Par contre, est-ce qu'on va zapper aussi le deuxième paragraphe? Pour Les moi, c'est grands important, chiffres. les chiffres. Eh ben oui, oui, Yolène, c'est important. Donc, le premier paragraphe, c'est une définition d'un dispositif médical, on s'en fiche. Le deuxième paragraphe, on va avoir des grands chiffres. T'as rien besoin Là, d'en ça va chercher. nous dire des Non, choses maman. sur l'environnement, sur le macro-environnement. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme indice là? Est-ce que c'est un secteur porteur ou pas porteur selon vous? Alors, dans le macro-environnement, il y a tout l'environnement, en gros, pour les entreprises qui vont conditionner des choses. Alors, ça peut être l'environnement politique, l'environnement économique, ça peut être le prix des matières premières, ça peut être tout un tas de trucs sur lesquels les entreprises n'ont pas de prise, c'est le cas de le dire, mais qu'elles doivent prendre en compte. Donc, ici, D'accord. bon, vous ne l'avez pas fait en cours, donc je vais vous donner une indication. C'est quand même un gros secteur, hein, avec une demande sans doute, puisque sur les 30 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup, 10 milliards à l'export, donc il y a des gros enjeux économiques dans le domaine du dispositif médical. Mais c'est un secteur très concurrentiel. Regardez, 1440 entreprises recensées, et 9 sur 10, elles sont exclusivement centrées sur le domaine médical, du dispositif médical. Donc, ce qu'on peut retenir de ce paragraphe et de ces chiffres, c'est que c'est un secteur important sur le plan économique, visiblement porteur puisqu'il y a une demande à l'étranger, et, mais, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Beaucoup d'entreprises spécialisées. Donc, on peut penser que notre entreprise, j'ai oublié son nom déjà, elle doit faire face à une concurrence importante. Ça vous va? Et ça, on le met dans Ouais. la deuxième réponse. Tout le monde comprend? Oui, oui. OK, Oui. voilà. Alors, on continue. Ensuite, on a des chiffres d'affaires, etc., etc. Ah, qui me trouve un élément qu'on peut mettre dans une ou l'autre des réponses? Est-ce qu'on va tout dire? Est-ce qu'on va reprendre les chiffres, tout ça? Non, Non, que les chiffres essentiels. Non, 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 non.
on va essayer de tirer une idée de ça. Hein. Comment ça? Euh, eh ben, on va essayer d'en tirer une idée. Moi, je lis des mots-clés, par exemple. Je vais pas donner au correcteur tous les chiffres qui sont dans les annexes. Ça n'a aucun intérêt. Mais ce que je vais faire, c'est, je vais essayer de trouver, quand il y a des chiffres, je vais essayer de lui trouver une idée pour montrer que j'ai compris les chiffres. Par exemple, face à elle, notre entreprise, elle a quoi en face qui fait qu'elle a super intérêt à Une être... concurrenceuse. oui, c'est très concurrentiel, mais en particulier, elle a la concurrence de quoi? On a dit que c'était une entreprise familiale, un peu ancienne. Qu'est-ce qu'elle a en face d'elle comme compétiteur, comme concurrent direct? Et ça fait partie aussi de son macro-environnement. Et ça fait partie aussi euh, de sa capacité à survivre. Regardez, il n'y a pas Les un entreprises mot-clé qui... Alors, elle a qui sont des entreprises en exclusivement face dans le d'elle. domaine médical. Oui, mais elle l'est aussi. Donc, elle en fait partie. Mais elle a quoi? Il y a un mot-clé qui me frappe. C'est une entreprise familiale, un peu ancienne. Et en face d'elle, elle a quoi? Qu'est-ce qui rentre sur le marché à toute vitesse? Les startups? Eh bien, évidemment, c'est une entreprise familiale qui paye bien ses salariés, qui les chouchoute, qui respecte l'environnement. Et qu'est-ce qui rentre dans la concurrence? Regardez, 100% des entreprises nouvellement entrées sur le marché, ce sont des startups. Donc, elle est face à une concurrence et elle a intérêt, l'entreprise, à être performante parce que quand on voit que toutes les entreprises nouvelles, ce n'est pas des entreprises familiales, c'est des startups. Hein. Elle est face à une concurrence très rude. Ça, on le met dans le macro-environnement. Est-ce que tout le monde comprend? Oui, oui. Non, j'ai- Oui, voilà. Après, on va pas reprendre les chiffres. Hein. Voilà. La répartition géographique, est-ce qu'elle nous dit grand-chose? Est-ce Non, que vous voyez que ça nous aide à répondre à une des trois premières questions? pas vraiment, non. Non, moi je vois pas non plus. Donc on laisse tomber. La croissance du marché, alors ça c'est intéressant ou pas? Oui, quand même. Non? Pour quelle question? Pour le pestel le E de économique, ça peut nous être intéressant. Et oui, absolument. Sur l'environnement macroéconomique, hein, est-ce que c'est un secteur qui est porteur ou pas? Est-ce qu'il y a une croissance à viser ou pas? Bah, regardez, 10 milliards d'euros, un taux de croissance, alors moi, comme j'ai plus de 4% par an, euh, et j'ai une question à vous poser. C'est du bon sens aussi. C'est pas dans le document. Mais qui plutôt va utiliser du matériel médical? Les hôpitaux? Oui, d'accord, mais qui? Quel type de population? Les jeunes ou les vieux? Je vais faire simple. Les Les personnes personnes dans âgées? le besoin, les personnes âgées. Les Oui. personnes âgées. Et dans les marchés Europe, Amérique du Nord, Asie, quelles sont les parties de la population qui sont de plus en plus nombreuses? Et quelles sont les parties des populations qui sont de moins en moins nombreuses? Ah, les personnes âgées. Il y a de plus en plus de personnes Oui, âgées. et oui, et donc c'est plutôt elles qui vont utiliser le matériel médical? Oui, donc Oui. il se trouve que dans les trois continents qui sont cités, eh bien, le nombre de personnes âgées, c'est pas écrit sur le document, mais vous pouvez le lire. Le nombre de personnes âgées augmente, l'espérance de vie augmente, là où vous connaissez tous le problème du déficit des naissances, du fait que Oui. on fait de moins en moins de bébés, pour faire simple. Enfin, vous ne l'écrivez pas comme ça, mais... et donc, c'est bien le marché, c'est bien un marché croissant, ça c'est dans le macro-environnement, c'est un marché croissant pour le matériel médical, parce que c'est plutôt des personnes âgées que des jeunes qui vont, à des exceptions près, je vous l'accorde, mais d'une manière globale, euh, plus en plus de personnes âgées, en plus grand nombre, de moins en moins de jeunes, oui, bah voilà, ça veut dire qu'il y a une croissance du marché pour le matériel médical. Donc ça, on le dit dans le macro-environnement, la question 2. Vous en êtes d'accord? Oui. Ok. Oui, oui. Je vous propose de nous arrêter ici pour cette semaine. Franchement, j'espère que vous êtes convaincus par la méthode parce que si vous l'appliquez, vous ne pouvez pas avoir en dessous de la moyenne, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous assure, euh, j'allais dire, vous pouvez pas avoir en dessous de 15. Ben, après, ça dépend de la sévérité des correcteurs ou autre, mais
C'est pas possible de ne pas avoir la moyenne si vous appliquez cette méthode. J'espère que vous en êtes convaincus. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Et il me reste à vous dire, à ceux qui viendront, hein, mais vous êtes tous invités, bien entendu, à la semaine prochaine et bon week-end. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Très Bon fort. week-end Au revoir. à vous. Au revoir. Bon Au revoir. week-end. Bon Bon week-end à vous week-end, aussi. au revoir.